Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Von Hagen. Tout d'abord, comme à mon habitude, je vais remercier ceux qui ont commenté ou laissé des petits pouces en l'air sur mon dernier podcast. Ça fait toujours très plaisir et ça me permet, ça m'encourage à continuer. Et puis je remercie aussi ceux qui sont allés regarder, écouter plutôt le conseil de régence que nous faisons régulièrement avec Dago et Alexandre du Cercle Richelieu. C'est toujours en tout cas pour nous, c'est toujours un bon moment, on se marre bien. J'espère que vous, dans le pire des cas, disons que ça vous divertit, et puis sinon, ça vous permet peut-être d'avoir quelques réflexions. Je serais très heureux de pouvoir discuter avec vous si vous en avez envie. Et donc, je vais passer au sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui, qui est que je vais découper en deux phases. Dans un premier temps, un certain regard sur la politique des partis et les systèmes qui ne sont pas la royauté. Ensuite, cette espèce d'opposition entre les différentes chapelles nationalistes. Je sais pas comment trop appeler ça. Ça me faisait marrer de dire obédience. Ça fait un peu maçonnique, mais bon, c'est pas forcément le sujet. Alors, si on observe un système, par exemple, ou des systèmes plutôt, comme des systèmes socialistes, des systèmes communistes ou fascistes, ce sont des mécanismes, en fait, ce sont des systèmes qui contiennent un mécanisme d'autodestruction. Parce qu'en fait, il manque un réel retour d'opinion de la part du peuple. S'il ne remporte pas l'adhésion du peuple, il tend vers la destruction. Pareil, observons donc par exemple la Russie soviétique, ce qu'on appelait la junta, la junte, était donc supportée par des multinationales. Faites vos petites recherches, vous verrez. Certains membres de l'appareil politique à l'ouest soutenaient également la Russie soviétique, les soi-disant intellectuels de l'ouest qui faisaient de l'activisme pro-soviétique, pro-communisme, etc. Et on va dire que le grand paradoxe de l'histoire, en fait, finalement, c'était que la Russie soviétique était soutenue par le capitalisme des pays de l'Ouest. Si on observe, par exemple, l'Allemagne des années 40, enfin 30-40, donc l'Allemagne du NSDAP, on voit également des soutiens extérieurs. Je pense par exemple à Hjalmar Schacht, qui était le génie économique, l'économiste de génie d'Adolf Hitler, qui lui aussi siégeait à la Bank of International Settlement, qui a son siège en Suisse, qui existe toujours, et au bureau du directoire de cette banque, vous retrouvez donc tous les gouverneurs des banques centrales. Et il y avait Hjalmar. Ça gênait personne et ça n'a jamais gêné personne, que ce soit clair. L'Allemagne nazie recevait des soutiens de tout un tas de conglomérats capitalistes, comme, je sais pas moi, Ford, la Standard Oil. Vous avez même des gens comme Prescott Bush, qui a carrément été... qui a eu un procès pour commerce et intelligence avec l'ennemi pendant la guerre. Donc, ce que l'on peut en déduire, on n'est pas dans le complotisme là, on est juste on observe des faits et puis on en tire des conclusions. C'est que, à notre époque moderne, les États subissent ou entretiennent des relations extérieures qui vont au-delà de l'État, qui elles en fait vont soit soutenir, soit faire s'effondrer, soit diriger, voilà.
Ces espèces d'entités supranationales sont en réalité très souvent des conglomérats économiques, des très grosses entreprises qui, elles, ont des intérêts politiques, puisque leur survie financière tient du fait que ils vont avoir des consommateurs, tel pays va passer telle loi pour que ça permette en fait de pouvoir écouler tel produit, etc. Hein, donc ils vont diriger le marché en faisant ce genre de pratique, hein, qu'en anglais on appelle le lobbying. Donc des pressions en fait. Vous avez tout un tas d'exemples où des hommes politiques reçoivent la visite de lobbyistes. Hein, c'est un métier, lobbyiste. Si on repart sur l'Allemagne nazie, la guerre qu'a menée l'Allemagne ne pouvait pas se faire sans le carburant. Et ne pouvait pas se faire sans le brevet de l'essence synthétique que lui fournit Standard Oil. Voilà. Par exemple. Hein. Donc pas de pétrole synthétique, pas de guerre. Donc pas de dividendes pour Standard Oil. Mais aussi, on peut citer une très grosse société qui s'appelait IG Farben. Hein, entre parenthèses, ils ont quand même mis 70 ans à démanteler ce monstre, tellement c'était énorme. Et il en reste par exemple Bayer, hein, ou BASF, si mes souvenirs sont exacts. Donc ces gens-là n'étaient pas sur la liste du procès de Nuremberg, hein, ni Almar, ni Ford, ni Prescott, et tout un tas d'autres personnes. Mais je vous engage très vivement à faire vos recherches personnelles dans ce sens-là, et vous verrez que c'est un peu comme un oignon, hein. Moi, quand j'étais môme, je me passionnais pour la Deuxième Guerre mondiale, j'aimais bien les batailles, etc. Hein. Puis à un moment donné, on commence à regarder un petit peu au-delà de ça, et on commence à regarder un peu le fait politique derrière, et puis le fait politique associé aux faits économiques et aux sociétés, et je vous engage, alors je vais vous donner une liste de noms, hein, vous allez voir, allez les chercher, hein, un mec comme Jacob Schiff, Nelson Aldrich, Piet Andrew, Henry Davison, Arthur Shelton, Frank van der Lippand et Paul Warburg. Hein, regardez bien ces gens-là, et vous verrez à un moment donné que finalement l'État souverain, toutes ces choses-là, c'est pas forcément une réalité. Hein. Bon. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Il y a aussi, peut-être au niveau local, des choses qui se passent et qui ne sont pas dirigées par des velléités économiques. Ceci étant dit, si l'on observe, et n'en déplaise à nos détracteurs, dans une monarchie, il y a bien un retour d'opinion. Oui. Un retour d'opinion direct sous la forme la plus violente qu'étaient les jacqueries, ou les frondes nobiliaires, hein, par exemple. Il y a un retour sous la forme des cahiers de doléances, par exemple, directement au roi, ou un retour en local, hein, pouvait s'adresser aux consuls dans les villes. Mais par contre, ce que l'on peut constater, c'est que les pressions économiques, via l'étranger, par des grandes sociétés internationales, c'était pas le cas. Il y avait certainement ce genre de choses, mais elles ne pouvaient pas directement faire pression. Et le peu de fois où ça a été le cas, ça s'est très mal passé, sous la Régence notamment, avec le système de papier-monnaie de John Law. Hein, bon, ça c'est un autre sujet, Jean-Luc. Pardon, c'est un autre sujet. On pourra peut-être le traiter plus tard, mais ce n'est pas mon propos. Donc, moi en tout cas, ce que j'observe, c'est que dans une monarchie, par définition, étant donné qu'on est un État souverain de plein droit, le roi ne peut difficilement se faire subir des pressions, de la part de sociétés internationales. À moins que l'on se retrouve dans le cas d'une monarchie comme la monarchie anglaise, qui elle s'en donne à cœur joie. C'est pareil, hein, faites vos recherches. Je pense notamment à la banque HSBC, hein, qui a été fondée pour notamment absorber les dividendes faramineuses du commerce de l'opium.
par l'Empire britannique. Donc voilà, hein, nous avons cette espèce de scène un petit peu bizarre. Alors voilà, donc je vous ai brossé un tableau rapide, hein. Bon, je pourrais en faire toute une émission, mais voilà, vous avez cette espèce de système, hein, marchand, capitaliste, etc. Et vous êtes là, vous. Alors j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce qu'en vous levant chaque matin, vous remettez la machine en route en vous disant « Je vais apprendre de nouvelles choses sur le monde, je vais avoir une pensée critique, peser le pour et le contre, décider des choses pour moi-même, avec mon propre jugement ?» Ou vous levez-vous un peu comme un automate, parce que faut aller bosser, parce que faut aimer l'équipe de foot favorite de tout le monde, parce que faut pas avoir un langage clivant, protéger les transgenres, les homos, les arabes, les juifs, les tortues, les bébés phoques, les pizzas 4 fromages, je sais pas moi, les animaux qui souffrent, parce que sinon, les autres ne vous aimeront pas. Voilà, hein, parce que vous pensez pas comme eux. Et pourquoi, hein? Parce que à l'école, on vous apprend qu'il faut être un bon républicain, parce que hein, on vous apprend pas à devenir un être humain avec une pensée critique. Hein, il faut être fidèle à cette fameuse idéologie des Lumières, celle qui remplace Dieu par l'homme, celle qui dit « fais ce que tu veux sera le tout de la loi ». Hein, oui, fais ce que tu veux sera le tout de la loi. Renseignez-vous bien sur cette devise. Allez voir d'où elle sort. Hein, donc, la société républicaine est toute pénétrée de ce principe. Hein, il faut être global, il faut être mondial. Sauver la planète parce que nous sommes les méchants humains. Sauver les 92 genres différents qu'ils ont inventés récemment, hein, et ce, sur la planète entière. Il faut avoir des initiatives mondiales pour la santé en vaccinant les pays déshérités qui sont dans la merde à cause de ce propre commerce global. Les nations, c'est pas bien, il faut être des citoyens de la Terre. Soyons mondialistes, amen. Hein, c'est ça la nouvelle religion. Et pendant ce temps-là, je vous donne rendez-vous sur la suite de ce podcast. Merci.